Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast Bourse Hebdo, l'analyse de la semaine qui s'achève et le programme de ce qui nous attend la semaine prochaine. La semaine qui s'achève aura une nouvelle fois été marquée par l'attention particulière des marchés à l'actualité française, l'actualité politique, cette période préélectorale, avec la présentation par les différents groupes, différents partis des programmes économiques en cas de victoire aux élections, ce qui anime à la fois le marché des taux, les écarts de taux aussi, les spreads, on appelle ça les spreads au niveau de la zone euro, et également le marché des changes, on va en parler un petit peu dans quelques instants. Donc, on a quand même eu globalement une semaine de léger rebond sur le CAC 40 par rapport aux 6% de baisse que nous avions eu la semaine dernière. On a eu des spreads de taux, c'est-à-dire l'écart entre le taux 10 ans allemand et le taux 10 ans français, un écart qui s'est plutôt stabilisé cette semaine. On rappelle qu'il y a donc le week-end qui avait suivi la dissolution, nous avions eu un spread qui était monté, un écart qui était monté dans la zone des 0,8%. Avant la dissolution, c'était 0,5% à peu près, voire un petit peu en dessous même pour le spread entre le 10 ans français et le 10 ans allemand. Et cette semaine, on se trouve dans la zone, on a évolué dans une zone grosso modo qui allait de 0,7 à 0,77, 0,78. Donc on n'est pas repassé au-dessus des plus hauts et du spread le plus élevé qu'on avait touché donc la semaine précédente. Alors faut-il en conclure que la phase de stress est terminée? Probablement pas. Je ne pense pas encore qu'il faille conclure ça dans la mesure où on est toujours dans cette période préélectorale et où les marchés seront... Ce que les marchés n'aiment pas en fait, c'est la certitude, encore une fois. Hein. C'est de ne pas savoir le résultat, sachant qu'il y a 2 tours également. Et donc ils ajustent pour l'instant les niveaux de volatilité, les niveaux de nervosité par rapport à ce qu'ils entendent des différents programmes, par rapport au sondage également, l'évolution des forces en présence. Et donc voilà, c'est une semaine un petit peu d'observation, on va dire, cette fois-ci, un round d'observation. La semaine précédente, c'était le stress. Cette semaine, ça a été un round d'observation, mais dans un marché, si on prend le cas des marchés européens, des indices actions en Europe, on a une volatilité qui est restée aux alentours de 18 cette semaine, hein, ce qui n'est pas un niveau de volatilité très faible non plus. C'est pas la panique, très clairement. La panique, c'est quand on commence à passer les 30, 40 de volatilité. Là, ça commence à être vraiment stressé. Quand tout va bien, c'est entre 10 et 15 de volatilité. Donc voilà, à 18-19 de volatilité, c'est pas dramatique, mais simplement... Quand on remarque ce qui se passe côté États-Unis, même si ça a un petit peu changé en cette fin de semaine, hein, mais en début de semaine, en gros, on avait une volatilité à 12 côté actions américaines et on était à 18 de volatilité sur les actions européennes. Et donc, il y avait un écart comme ça sur la volatilité qu'on observait, qui traduisait bien le différentiel de sentiment sur l'Europe par rapport aux États-Unis. Donc, voilà pour ce qu'il en est. Les spreads, donc, relativement stables cette semaine, sans pour autant être revenus à ce niveau précédent. Ça, c'est quand même important. Mais ce qu'il va falloir surveiller dans les jours qui viennent, après ce week-end notamment, où probablement il y aura des annonces politiques à nouveau, c'est comment va se comporter le spread dans la semaine préélectorale, dans les jours qui vont précéder l'élection. Est-ce qu'on va rechercher au-delà de 0,8 de spread ou est-ce qu'on va rester cantonné sous 0,8, ce qui va conditionner donc du coup le CAC 40. Je prends un cas très simple, si nous repassions dans les jours qui arrivent, donc la semaine prochaine, au-delà de 0,8 de spread, c'est-à-dire 0,85, 0,90, et que le CAC allait chercher les 7500 points à nouveau, très probablement que nous aurions une accélération baissière, une cassure baissière en direction du palier suivant. Il y a le gros palier, si on doit le définir ainsi, le gros palier suivant, c'est la zone des 7000 points. Il y a un petit niveau technique à 7350 et ensuite on trouve directement la zone des 7000 points. Donc je veux dire, l'avenir du CAC 40 ou la trajectoire du CAC 40 va dépendre en très grande partie de ce qui va se passer sur les taux souverains en zone euro et notamment sur les écarts de taux, les fameux spreads entre le taux de référence 10 ans français et le taux de référence 10 ans allemand. Voilà pour l'actu politique. Alors ensuite, cette semaine, on a également eu, toujours sur la partie européenne, la publication des indices d'activité, les fameux PMI. On a eu PMI service, PMI manufacturier pour la France et pour l'Allemagne notamment. Pour la France, c'est pas très joyeux comme PMI. On a un PMI manufacturier qui est toujours en dessous de 50, assez nettement, donc qui est contracté, qui est moins bon que celui du mois précédent en plus, sachant que le mois précédent était déjà pas bon, hein, mais on a une dégradation du PMI manufacturier et la mauvaise surprise vient du PMI service, hein, qui était attendu dans la zone des 50 et on l'a eu en dessous de 50. Alors il était déjà un petit peu en dessous de 50 précédemment, mais là aussi c'est dégradé par rapport au mois précédent. Et quand on regarde dans l'enquête ce qui a justifié cette dégradation des indices avancés d'activité, eh bien la question des élections est citée. Pas seulement, il y a aussi la question géopolitique et d'autres éléments, mais la partie de l'incertitude liée aux élections ressort aussi bien dans les questionnaires manufacturiers que ceux du secteur des services. Donc voilà, c'est une situation qui est assez peu confortable. Et globalement pour la zone euro, alors par contre, il faut quand même voir le tableau d'ensemble. Pour la zone euro dans son ensemble, le PMI composite, c'est-à-dire le PMI global, hein, qui inclut tous les items,
pour l'ensemble des pays. Il est repassé d'une zone qui était supérieure à 52. Donc on rappelle qu'au-dessus de 50, c'est l'expansion. En dessous de 50, ça peut traduire une contraction. Donc on est passé de 52 et quelques, ce qui était une belle zone d'expansion, et on est revenu dans la zone des 50. Donc j'allais dire qu'à ce stade, il n'y a pas encore mort d'homme, dans la mesure où, si on regarde bien la trajectoire des indices PMI, notamment composite pour la zone euro, on avait enchaîné 7 à 8 mois de très net redressement qui c'était fait, un redressement qui s'était fait en parallèle de l'amélioration du sentiment sur la Chine, notamment avec des chiffres macro sur la Chine qui étaient un peu meilleurs, avec un sentiment sur l'immobilier en Chine qui était un peu meilleur. On sait que par les questions d'échanges commerciaux avec la Chine, si la Chine se porte mieux et sort un peu de cette période troublée, notamment liée à son marché immobilier, c'est ça qui avait permis notamment de redresser le sentiment un peu en zone euro, avec aussi un sentiment par rapport à l'Allemagne qui s'était un peu amélioré. On l'a vu sur les enquêtes nationales comme l'indice IFO ou l'indice ZIU par exemple, des enquêtes en Allemagne. Donc ça contribue aussi à améliorer le sentiment global en zone euro, et puis la question des baisses de taux de la BCE qui rentrait aussi en compte dans ces enquêtes. Donc là, ce qu'on a observé ce mois-ci, eh bien effectivement, c'est un pas en arrière, un pas assez sérieux quand même en arrière, mais par rapport à tout ce qui a été gagné, on va dire, en termes de progression des PMI ces 7 à 8 derniers mois, pour l'instant, on peut considérer que c'est une espèce de grosse respiration, on va dire, et qui attend la préélection pour donner le prochain tempo, on va dire. Donc c'est pas confortable, mais au vu de la trajectoire des PMI en très net redressement pour la zone euro ces derniers mois, on peut considérer que c'est une forme de pause plutôt que réellement un retour en arrière, une marche arrière qui se enclencherait. À ce stade, en tout cas, c'est ce qu'on peut observer sur ces PMI. Voilà ce que nous pouvions dire là-dessus. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, également, on va rester toujours un petit peu sur l'Europe avec deux données. Une qui est bonne, mais qui ne fait pas forcément les affaires de la BCE tout de suite, c'est la question des salaires. On a eu un chiffre sur les salaires en zone euro pour le premier trimestre qui est ressorti à 5,3% de progression en données annuelles, ce qui est beaucoup. Alors, certes, c'est un chiffre du premier trimestre, donc évidemment, les derniers mois, on a probablement eu, et c'est ce que nous dit la BCE d'ailleurs, des progressions de salaire qui étaient un peu moins fortes au niveau de la zone euro, donc on va plutôt se baser sur les données plus récentes, mais ces chiffres du premier trimestre nous montrent à quel point le challenge de la BCE a été important, et il l'est toujours en quelque sorte par rapport à cette progression des salaires. On rappelle que la progression des salaires pré-Covid, nous avions des progressions de salaires qui allaient en moyenne c'était entre 2 et 3% sur les trimestres qui ont précédé le Covid, même les 2-3 ans qui ont précédé le Covid. Et de ce que nous avons post-Covid, sur les 2-3 années post-Covid, on a des progressions de salaires qui en moyenne sont supérieures à 4%. Donc on voit qu'on a des progressions de salaires, non pas qui sont inflationnistes, parce que les salaires c'est plutôt un rattrapage justement par rapport à la pression sur les prix, mais en revanche de l'autre côté ça empêche l'inflation, ça freine le retour de l'inflation vers l'objectif de 2%. Donc, et là on l'a vu, le dernier chiffre d'inflation en zone euro, ça n'a pas empêché la BCE de baisser une première fois ses taux, mais on a été sur un rebond d'inflation en zone euro, on était passé de 2,7 à 2,9 pour l'inflation sous-jacente. Donc ces dernières données sur les salaires plus le dernier rebond d'inflation en zone euro, normalement sauf stress vraiment économique et financier lié j'espère pas, mais à l'élection française dans quelques jours, je vois pas la BCE sinon baisser une nouvelle fois ses taux avant l'automne ou plus tôt, c'est-à-dire avant septembre. Et il semble que c'est un peu l'avis partagé au niveau de la Banque Centrale Européenne. On a eu cette semaine une déclaration de Guindos, donc membre de la Banque Centrale Européenne, qui explique qu'en gros la BCE prend ses décisions quand notamment elle a tout un ensemble de données, et notamment qu'elle peut inclure dans ses projections, et qu'en gros les projections qu'elle fait une fois par trimestre, eh bien elle se base là-dessus pour décider s'il faut bouger sur les taux ou pas, et la prochaine date de ces projections c'est septembre. Donc vous voyez, on a quand même le sentiment que hors accident financier, hors accident économique en zone euro, là dans les semaines qui arrivent, normalement la prochaine baisse de taux ce ne sera pas avant septembre, et donc ça laissera aussi un peu le temps de voir comment la Fed réagit. Et justement on va parler un petit peu de l'économie américaine maintenant, parce que l'économie américaine envoie des signaux qui ne sont vraiment pas simples à décortiquer, je trouve. Il y a quand même un ensemble de données, si on regarde les publications par rapport au consensus, depuis 2 mois, grosso modo, 2 mois deux bons mois, on a des chiffres qui en moyenne sont plutôt en dessous du consensus, des publications qui ressortent, que ce soit sur les ventes de logements, que ce soit sur les chiffres de production, et tout ce qui est données économiques macro, on a plutôt des chiffres qui sont un peu en dessous du consensus, voire parfois assez nettement du consensus. Et c'est plutôt cohérent, j'ai envie de dire, avec les effets de la politique monétaire restrictive qui vise quand même à ralentir un peu la cadence économique pour permettre à l'inflation de revenir vers le 2%, le tout étant de ne pas cracher l'économie et de ne pas tuer le marché de l'emploi. Ça, on a bien compris que la Fed ne voulait évidemment pas en arriver là. Mais il est assez cohérent que
potentiellement cette économie ralentisse, et c'est ce que l'on semble voir dans ces données macro depuis à peu près 2 mois, qui semblent être un peu moins costauds que celles que nous avions il y a encore quelques trimestres de cela. Mais là où je disais que c'est un peu un casse-tête en termes de lecture, c'est que les indicateurs avancés d'activité, les indicateurs type ISM notamment, ou PMI, il y a eu aujourd'hui, là, au moment où j'enregistre ce podcast, nous sommes vendredi et il est 17h, on a eu il y a quelques instants les PMI d'activité aux États-Unis. Donc ce sont des indices avancés d'activité, ce sont des enquêtes auprès des entreprises du secteur manufacturier et des services, qui est le secteur le plus important aux États-Unis. Et le PMI service est ressorti à plus de 55. Il était déjà à 54 le mois d'avant, un peu au-delà de 54. Désormais, il a plus de 55. Ça fait 2 mois consécutifs qu'on a un très net redressement du PMI service. Or, pourquoi je dis que ça peut être un problème? D'un côté, c'est bien parce que ça veut dire que l'activité économique, semble-t-il, se mettre dans les services, donc c'est globalement bon pour l'économie américaine, mais pour la Banque centrale américaine, l'inflation qui persiste encore aujourd'hui, c'est dans les services. Et donc, c'est les indices avancés dans les services qui sont censés prévoir, en gros, nous dire quelle sera la nature d'activité dans les mois à venir. Si ces indicateurs se redressent fortement, ce qui est le cas depuis 2 mois, est-ce qu'il n'y a pas un risque, du coup, que l'inflation ne revienne pas dans les délais souhaités par la Fed vers les 2%? Et oui, on a ce sentiment assez partagé, que d'un côté, on a quand même l'impression que l'économie américaine est en train de ralentir, ce qui est plutôt cohérent avec des baisses de taux qui arriveraient peut-être à l'automne du côté de la Fed. Mais face à ça, on a ces indices, ils ne sont pas très nombreux, c'est ISM et PMI, mais qui nous montrent un rebond, voilà, un rebond assez marqué là sur les 2 derniers mois. Donc, est-ce que sur les indices, les enquêtes qui sont trop optimistes et qui vont ensuite s'ajuster par rapport peut-être à la réalité de l'activité court terme, ou est-ce qu'il faut s'attendre à un rebond de l'activité américaine qui donc n'aura jamais réellement atterri en fait, tout simplement. Et dans ce cas-là, freinant la Fed dans ses capacités à baisser les taux. Alors après, si l'économie tient bien avec des taux à 5%, bon, ben, on peut vivre avec, j'ai envie de dire, mais il faut que l'économie tienne. Il y a quand même des segments, et on le disait tout à l'heure, vous avez des chiffres sur les ventes de logements, l'activité dans l'immobilier est quand même très largement ralentie aux États-Unis. Les chiffres globaux depuis 2 mois semblent être un petit peu moins bons. Donc l'idée qu'on pourrait en avoir de toutes ces publications-là, c'est que la Fed, pour l'instant, est bloquée parce que les chiffres d'activité et d'inflation sont encore trop élevés pour garantir une baisse de taux maintenant. La Fed pourrait prendre un risque si elle baissait tout de suite parce qu'elle pourrait favoriser un rebond de l'inflation, ce qu'elle n'a évidemment pas envie de faire. Mais de l'autre côté, comme on a l'impression qu'on voit des chiffres macro moins bons, on se dit, bah attention, parce que, et c'est peut-être la réaction qu'on a eue sur les marchés en cette fin de semaine. Vous avez noté que là, depuis 48 heures, les stats américaines étaient plutôt moyennes, et on a vu que les indices américains, actions, sont un peu partis à la baisse. Comme si, vous voyez, les chiffres moins bons, eh bien, désormais, étaient un peu vendus par le marché. À une époque, pas si lointaine, quand les chiffres étaient moins bons aux États-Unis, hop, le marché embrayait sur la question des baisses de taux à venir. Le marché disait, bon, bah, les chiffres sont moins bons, donc la Fed va baisser les taux. Là, on a eu des chiffres moins bons en cette fin de semaine. C'est pas nouveau, il y en avait déjà eu quelques-uns auparavant, mais cette fois-ci, on a vu que la volatilité aux États-Unis sur les marchés actions a un peu grimpé. Les chiffres moins bons ont été un peu vendus par les marchés. Et peut-être que le raisonnement des marchés à ce moment-là, c'est de se dire, ce que nous disions à l'instant, que l'inflation n'a pas fait suffisamment de progrès pour permettre à la Fed de baisser les taux. Donc la politique reste restrictive, il va encore le rester plusieurs mois, mais on décèle des signaux potentiels de ralentissement de l'économie. Et donc ça, dans l'optique des résultats d'entreprise, de l'activité des entreprises, c'est peut-être un petit effet un peu ciseau qui est en train de s'opérer actuellement en termes de sentiments sur les marchés. Voilà. Donc pour rassurer un peu de tout ça, sachant que les marchés actions ne sont pas très inquiets, 13 de volatilité côté États-Unis, c'est très peu. Mais il va falloir désormais que les chiffres d'inflation fassent suffisamment de progrès vers l'objectif. Et semaine prochaine, on va en parler, il y a une grosse publication, l'inflation PCE, vendredi prochain. Il va falloir que ces chiffres d'inflation montrent une amélioration pour que tout le monde soit prêt rassuré sur le fait que l'économie ralentisse un petit peu, certes, mais que l'inflation aussi ralentisse, ce qui va nous garantir donc les baisses de taux d'ici peu. Voilà. Si par contre vous avez une inflation qui rebondit un peu la semaine prochaine, inflation PCE, et des chiffres macro qui sont moins bons, là on comprend bien où le risque pour les marchés, c'est que on commence à s'inquiéter de la trajectoire économique américaine en l'absence de baisse de taux parce que l'inflation reste trop élevée. Donc voilà les enjeux actuels pour le marché, notamment. Autre nouvelle rapide, et après je passe au programme pour la semaine prochaine, on a eu une deuxième baisse de taux de la Banque centrale suisse cette semaine, donc c'est le 2e mois consécutif que la Banque centrale suisse baisse ses taux. Pour la Banque d'Angleterre, c'est resté stable, elle n'a pas changé, toujours la même zone. Simplement, on a quand même eu des chiffres d'inflation satisfaisants pour la Banque d'Angleterre, notamment des progrès assez significatifs sur l'inflation sous-jacente. Donc ça
laisse penser que courant de l'été, peut-être à la rentrée, effectivement, août ou septembre, on aura une baisse de taux du côté de la Banque d'Angleterre également. Un élément qu'on soit quand même d'un œil un peu prudent, c'est le transport maritime. J'en parle régulièrement, notamment sur les réseaux, sur Twitter, où on voit le prix du transport maritime mondial qui repart assez fortement à la hausse depuis quelques temps. Désormais, vous voyez, si je vous donne des références de prix, mais le prix moyen pour transporter un conteneur de 40 pieds sur les principales routes maritimes mondiales, le prix moyen, c'est 4480 $ actuellement. Fin d'année dernière, en décembre, c'était 1200 $. Avant Covid, c'était aux alentours de 1500 $ le prix moyen. Donc vous voyez, on a comme ça, depuis quelques 2-3 mois, à nouveau un coup de chaud sur le prix de transport mondial. C'est pas la panique qu'on a vu pendant le Covid, où là on était, enfin après Covid, on était monté à des 10, 11 000 $ même, hein, le prix du container, enfin le prix du transport du container, mais c'est quand même des niveaux de prix qui sont assez inconfortables et qui peuvent soulever la question aussi de l'effet que, si ça persiste, de l'effet que ça peut avoir sur la distribution ensuite, hein, sur la chaîne de distribution et donc sur les prix de vente, notamment des biens. Hein, s'il y a vraiment des coûts de transport beaucoup plus élevés, à un moment donné, les distributeurs vont peut-être être tentés de répercuter un peu ces prix. Et du coup, ça pourrait, notamment via l'inflation sur les biens, freiner là aussi le retour de l'inflation vers de l'inflation globale et notamment vers les 2%. Donc ça, c'est un petit élément à surveiller. C'est pas encore un risque majeur. On voit que les taux américains sont plutôt à la détente ces dernières semaines, même si en fin de semaine il y a un petit rebond quand même. Hein. Après ces PMI un peu costauds là côté États-Unis, on a un taux 10 ans américain qui a repris 7-8 points de base. Donc c'est quand même à surveiller. Mais globalement, les taux US, notamment les taux longs, sont plutôt en train de se détendre un petit peu depuis quelques semaines que l'inverse. Donc on voit que cette problématique du transport ou ces prix de transport, on les price pas comme un risque pour l'instant par rapport à l'inflation. Mais gardons un œil vigilant dessus. Il ne faut pas que ça continue de monter comme ça pendant encore un mois ou deux, où là, il y aurait effectivement un risque de transmission de cette pression sur les prix en aval. Voilà pour l'actu de cette semaine et le résumé de cette semaine. Rapidement, semaine prochaine, c'est donc, je vous le disais, le gros point d'orgue, ce sera vendredi avec l'inflation PCE. Mais avant cela, on va surveiller lundi les indices de confiance en Allemagne, notamment le climat des affaires en Allemagne, hein, via l'indice IFO. On aura pas mal de speakers de la Fed lundi qui vont s'exprimer également. Mardi, chiffre d'inflation pour le Canada. Alors, c'est pour tous ceux qui traitent les actifs canadiens ou les paires de devises, incluant le dollar canadien. Donc voilà, un repère important pour la Banque du Canada. On aura ensuite un indice de confiance des consommateurs. Ça, il faut le surveiller aussi. Dans ce qu'on disait à l'instant par rapport à des chiffres un peu moins bons, quel est le degré de confiance des consommateurs américains? Comment voit-il l'inflation évoluer dans les mois qui viennent? Voilà, ça c'est un repère intéressant mardi après-midi. Aussi une donnée de prix sur l'immobilier, l'indice Case-Shiller, enfin S&P Case-Shiller dans les 20 plus grosses villes américaines. Donc voir la pression sur les prix de l'immobilier, c'est toujours aussi important pour la Fed. Encore des speakers de la Fed mardi. Mercredi, nous aurons la confiance des consommateurs en Allemagne. Intéressant, là aussi pour la macro européenne. Et puis l'après-midi, les ventes de logements neufs aux États-Unis. On rappelle que cette semaine, les publications sur les chiffres immobiliers américains n'étaient pas terribles. Hein. Permis de construire et mise en chantier, des replis assez forts, qui est de 3 à 5%. Donc on verra ce qu'il y a des logements neufs, mais je veux dire, c'est un secteur, on le voit très bien depuis déjà plusieurs trimestres maintenant, qui subit hein, les taux élevés américains, les taux de la Fed notamment, et les taux de crédit élevés. Donc voilà, il n'y a pas de vrai miracle de ce côté-là depuis plusieurs mois, c'est assez logique, c'est la même chose en Europe par rapport à ces politiques monétaires. Justement, c'est là qu'il faut s'interroger, hein, à un moment donné, sur l'effet de la politique monétaire restrictive. Pour l'instant, on ne voit pas trop ces effets, mais plus ça dure, plus le risque après qu'un certain secteur plus fragile comme l'immobilier commence ensuite à, oui, qu'il y a un peu d'effet, un peu de contagion d'un secteur à l'autre, si certains secteurs ont du mal à relever la tête. Donc on entre dans la période où un peu de frottement là, où il va falloir que la Fed ne tarde pas trop à baisser non plus par rapport à ces questions peut-être de ralentissement qui commencera à se densifier un peu dans les mois qui viennent, mais trop peu de progrès sur l'inflation pour justifier des baisses de taux. Donc on est un peu pris en étau pour l'instant du côté de la Fed. Et donc du sentiment de marché aussi. Jeudi, on aura le chiffre final du PIB américain pour le premier trimestre. Les commandes de biens durables, ça c'est important aussi, hein, tout ce qui est consommation, notamment de biens durables, très important, un chiffre de jeudi prochain. Les ventes de logements en cours, un nouveau chiffre immobilier aux États-Unis également. Les chiffres d'inscription au chômage également, jeudi prochain. On remarque que depuis quelques semaines, on a quand même des inscriptions au chômage qui sont un peu plus élevées aux États-Unis. Donc ça, c'est par contre pas mauvais pour la Fed par rapport à la question de la pression sur les salaires ou autre. Ça a plutôt dans le scénario d'une moindre pression sur les salaires et des progressions de salaires donc aux États-Unis. Et là, pour l'inflation, ça en revanche, c'est plutôt une bonne chose pour revenir vers les 2%. Donc voilà, ça on le surveillera également, mais le gros rendez-vous, je vous le disais, le gros test, le chiffre clé pour la Fed, c'est l'inflation PCE. Ce sera vendredi après-midi.
Donc gros rendez-vous, et donc il faut attendre la fin de la semaine pour avoir un petit peu ce point d'orgue. À coup sûr, l'inflation PCE sera le point d'orgue, et ce sera aussi le dernier jour avant l'élection législative française. Donc on verra la semaine prochaine, vendredi, ce qu'il en est, mais ce sera une journée à gros enjeux, on va dire. Et le vendredi matin, juste avant ces chiffres-là, nous aurons la consommation en France, un chiffre de la consommation en France. On va voir justement ce qu'il en est par rapport notamment au PMI. Est-ce que ça va dans le sens des PMI? Est-ce que ce sont des chiffres plus faibles, ou est-ce au contraire la consommation est résiliente? Donc voilà, quelques rendez-vous intéressants la semaine prochaine. Excellent week-end à tous, et rendez-vous dans une semaine pour un nouveau podcast. Au revoir.